commençons par dire que, la France fait un effort pour son système éducatif du même ordre, que l'effort effectué par ses voisins européens. On est là encore dans la moyenne, tout en disant que, la France comme ses voisins ont, réduit, de façon assez significative, cet effort, pour leur système éducatif depuis en gros 20 ou 30 ans. Réduire, ça ne veut pas dire que le budget diminue, hein. Le budget ne cesse d'augmenter. Il est actualisé chaque année en fonction de l'inflation notamment. On dépensait 80 milliards pour notre système éducatif en 1980. On en dépense plus de 160 aujourd'hui, donc ça a augmenté. Mais l'effort relatif, quand on le ramène, au produit intérieur brut, c'est-à-dire à la richesse de notre pays, on constate qu'en 1995, la France consacrait 7,6 de son produit intérieur brut à l'éducation et aujourd'hui, c'est 6,6. C'est 1 point de PIB, hein, qui manque. Encore une fois, la France n'est pas la seule, hein, d'autres pays ont fait ce choix, c'est un choix politique, hein, de baisser la garde d'une certaine manière pour le système éducatif. 1 point de PIB chez nous, ça représente 23 milliards d'euros. C'est un point de voilà, c'est l'équivalent de ce que l'on donne aux entreprises pour le CICE. Alors c'est un choix politique, hein, ce qu'on donne pas à l'éducation, on le donne ailleurs. C'est un choix qui a eu des conséquences, j'en prends une conséquence, c'est que, la France n'a pas pu maintenir à niveau, le salaire de ses fonctionnaires en général et de ses enseignants en particulier, hein, ces 30 dernières années. Un enseignant démarrait, sa carrière en 1980 à, 2,3 SMIC. Aujourd'hui, il démarre sa carrière à 1,2 SMIC. Donc, c'est très, très, mal payé aujourd'hui, être enseignant. Pourquoi ce que je dis cela? C'est que, toutes les études internationales, tout ça est très documenté, c'est que montrent que quand, les enseignants sont plutôt à l'aise dans leur métier, sont bien considérés, sont légitimes et donc ça passe forcément par une rémunération à la hauteur de leur engagement, eh bien les résultats scolaires des élèves sont plutôt favorables. Donc si on ne paye pas nos enseignants correctement, on va avoir du mal et on a déjà du mal à les recruter, à recruter les meilleurs enseignants et donc on voit bi les meilleurs étudiants pardon et on voit bien donc la difficulté qu'il y a, donc pour un pays qui ne consacre pas, l'argent nécessaire à son système, éducatif. Ça, c'est une première manière d'envisager le budget de l'éducation nationale. Il y a une deuxième manière d'envisager la question du budget, c'est est-ce que nous faisons un effort particulier pour, les écoles, collèges, lycées, les territoires qui ont le plus de difficultés? La réponse est oui. On a depuis, par exemple, 1981, une politique d'éducation prioritaire qui alors c'est la Cour des comptes qui l'a dit en 2018, montre que notamment depuis la refondation de 2014, on consacre des moyens qui ne sont pas négligeables, à l'éducation prioritaire. Dans l'enseignement du premier degré, par exemple, ça a consisté à un dispositif plus de maîtres que de classes qui a été créé en 2013. Aujourd'hui, c'est des doublements dans des classes de CP, de CE1 donc pour voilà, on fait un effort, particulier pour, les populations, scolarisées en éducation prioritaire mais cet effort n'est pas encore n'a jamais été en réalité à la hauteur des besoins de ces territoires. Là encore, c'est la Cour des comptes qui le dit en 2018. Si on prend l'exemple de 2 collèges, un collège qui est en zone d'éducation prioritaire, il a certes des postes supplémentaires d'enseignants, de CPE, d'assistants d'éducation, donc ça, c'est des moyens supplémentaires qu'on lui donne. Mais quand on regarde la masse salariale de ce collège, compte tenu qu'on y affecte des personnels qui sont jeunes, qui, sont souvent, peu expérimentés, dont certains ne sont même pas des titulaires, sont des contractuels, on voit que cette masse salariale, elle est malgré les postes supplémentaires, cette masse salariale est inférieure à un collège de même taille, 500 élèves, de centre-ville, mais dans ce collège-là de centre-ville où il y aura eu, pas les dotations supplémentaires en poste d'éducation prioritaire, finalement, la masse salariale est supérieure parce que ce sont des enseignants plus expérimentés, tous titulaires et donc tous, mieux payés. Donc ça, c'est une deuxième manière d'envisager le budget de l'éducation nationale. C'est vrai qu'on ne fait pas voilà, l'effort en direction des, territoires, de l'éducation prioritaire n'est pas un effort qui est encore à la hauteur. Je pourrais d'ailleurs prendre un dernier exemple sur ce sujet, c'est, la manière dont nous accompagnons ou pas les élèves après la classe pour les aider à faire leurs devoirs, leur travail personnel, à prendre les leçons. On a un dispositif qui s'appelle l'accompagnement éducatif. C'est ce
voilà, ça consiste à prendre en charge les élèves de l'éducation prioritaire après la classe, par des assistants d'éducation, par des professeurs payants d'heures supplémentaires qui les aident à faire leurs leçons, à apprendre leurs leçons et à faire leurs devoirs. Là encore, c'est la Cour des comptes qui a évalué cela en 2018. On dépense pour 1,7 million élèves de l'éducation prioritaire, on dépense 32 millions d'euros pour cet accompagnement éducatif. J'ai fait la division pour vous, ça correspond à 18,80 € à peu près, 18,80 € par an et par élève pour cet accompagnement éducatif. Donc on voit qu'on n'est pas complètement à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Alors d'autant plus que on sait faire un effort à la hauteur de ce qui est nécessaire, concernant un autre accompagnement éducatif qui consiste à aider les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles à préparer leurs concours, à peaufiner les programmes de ces concours pour passer les concours dans les meilleures conditions possibles. Cet accompagnement éducatif-là, pour 87 000 étudiants, de l'éducation prioritaire, coûte 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est pas 32 millions d'éducation prioritaire, c'est pas 1,7 million élèves de l'éducation prioritaire, mais c'est 87 000 étudiants. J'ai fait la division pour vous, c'est un peu plus de 800 € par an et par étudiant, c'est-à-dire plus de 40 fois plus de ce que l'on dépense pour l'éducation prioritaire. Donc on voit que dans notre pays, finalement, les assistés ne sont pas toujours ceux auxquels on pense et qu'il y a une forme de fraternité à l'envers, c'est-à-dire il y a quelques sacrifices consentis par les populations les plus en difficulté, mais qui servent finalement à préserver d'une certaine manière les privilèges accordés aux plus favorisés. Et puis, il y a une troisième façon, d'envisager la question du budget de l'éducation nationale, s'agissant du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités, comment est-ce qu'on peut mieux aider les enfants de milieux populaires à mieux réussir, à l'école. C'est de savoir si nous consacrons suffisamment d'argent, à ce qui se passe en tout début de scolarité, c'est-à-dire à l'école primaire. Bah, là, la réponse, n'est pas à la hauteur, et ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire de notre pays puisque nous dépensons moins pour notre école primaire, maternelle, élémentaire, nous dépensons moins que, nos voisins européens. On dépense en gros, 8 de moins que pour, que nos voisins. C'est-à-dire que, au moment même où on peut détecter les difficultés, les prévenir et puis y remédier quand on, les observe, eh bien, à ce niveau de scolarité, nous ne faisons pas les efforts nécessaires. Alors c'est d'autant plus, bizarre d'une certaine manière, c'est d'autant plus étonnant que nous dépensons, alors là, beaucoup plus que nos voisins européens pour notre lycée. Plus de 30 de plus pour notre lycée que nos voisins étrangers. C'est-à-dire nous, nous marchons sur la tête en France. On fait plus d'efforts à la fin de la scolarité qu'au début de la scolarité. Donc là, évidemment, il faut y mettre un remède très très vite, c'est-à-dire donner une véritable priorité à l'école primaire. D'abord, parce qu'il faut s'en féliciter que le système éducatif français fonctionne plutôt bien pour 70 des élèves, fonctionne même plutôt très bien pour 50 des élèves, notamment, quand on regarde les évaluations internationales PISA, quand les adolescents ont 15 ans, et 50 de nos élèves ont de très, très bons résultats, des résultats qui sont du niveau des, Finlandais, des Coréens, donc des excellents élèves dont il faut évidemment se féliciter. Donc 70 vont plutôt bien, hein, parce qu'aux 50 qui vont très bien, il faut ajouter 20 à 25 d'élèves qui sont dans l'honnête moyenne des pays, de l'OCDE. Le problème français, c'est qu'on a, 25 à 30 d'élèves qui, en effet, sont en très grande difficulté dans le système éducatif, français. Donc on est le pays du grand écart de ce point de vue, entre des élèves qui vont très, très bien et des élèves qui vont très, très mal. Ajoutez à cela que, la particularité du système éducatif français, c'est que, nous ne parvenons pas à gommer, l'impact de l'origine sociale sur les destins scolaires des élèves. Nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Donc oui, ça c'est un vrai problème pour le système éducatif français parce que ces écarts sont aussi des écarts sociaux, c'est-à-dire que les élèves qui réussissent le moins dans le système éducatif français sont massivement des enfants de milieux populaires et les enfants qui réussissent très bien sont massivement plutôt des élèves, des classes moyennes et des classes favorisées. Alors
Pour autant, tout n'est pas noir dans notre système éducatif, parce que si je dis que 70 des élèves, sont, se vont plutôt très bien ou bien dans le système éducatif français, ça veut dire que notre système éducatif français, depuis, une trentaine d'années, voire 40 ans, a progressé. Nous n'avons pas à rougir de ce que notre système éducatif, français a fait. Si on est aujourd'hui à 82 d'une classe d'âge, avec le baccalauréat, c'est même 82 aux dernières évaluations, c'est que dans ces 82 il y a évidemment des enfants de milieu populaire. La massification de l'enseignement, de l'accès à l'enseignement secondaire, la démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire a profité aux enfants des milieux populaires et c'est heureux. Il est pas c'est pas écrit que quand on est un enfant de milieu populaire, on doive forcément échouer à l'école et donc, bien entendu, notre système éducatif s'est largement, démocratisé. Alors oui, il est où le problème? Bah, le problème, c'est que c'est une démocratisation qui a été plutôt sélective. Quand on regarde le taux d'accès, des jeunes, au niveau du baccalauréat, 82 comme je viens de le dire, bah, c'est pas le même baccalauréat pour tout le monde. 75 des enfants de cadres et d'enseignants passent un baccalauréat, d'enseignement général. 70 des enfants d'ouvriers, passent un baccalauréat technologique ou professionnel. Au pays du vivre ensemble, on ne scolarise pas, complètement ensemble, les enfants, les adolescents, quel que soit leur milieu social. Quand on regarde le nombre de jeunes qui quittent, le système éducatif sans qualification, sans diplôme, et bah, là encore, on voit des écarts sociaux, manifestes. 45 des décrocheurs sont des enfants d'ouvriers, 5 des décrocheurs sont des enfants de cadres ou d'enseignants. Donc, voilà, nous avons, voilà, un système éducatif, qui ne sait pas faire réussir l'ensemble des élèves, quel que soit leur milieu, social. Nous avons un système éducatif qui voit disparaître les enfants d'ouvriers au fur et à mesure que l'on s'élève dans les, études, secondaires d'abord, universitaires, ensuite. Quand il y a des étudiants, de milieu populaire, on les retrouve essentiellement à l'université, c'est-à-dire là où ça coûte moins cher, 10 000 € par an, et par étudiant, dans notre système éducatif. On les rencontre assez peu, les enfants de milieu populaire, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, qui coûtent plus cher, qui coûtent 50 de plus. On dépense 15 000 € par an et par étudiant de classe prépa, 10 000 € par an et par étudiant, de l'enseignement, supérieur, dans les universités. Donc on voit en fait qu'on est un pays aussi, et j'y reviendrai, qui, dépense plus pour la formation de ces élites issues des classes moyennes et des classes favorisées que pour, former les enfants de milieux populaires. Alors il n'est pas question ici d'être exhaustif, hein, je vous renvoie à la liste que j'ai établie dans mon ouvrage, mais pour, donner quelques exemples voilà, de réformes qui paraissent déterminantes, je commencerai par celles qui concernent les enseignants. Rien ne se fera dans ce pays si on ne remobilise pas nos enseignants, qui sont aujourd'hui fatigués, découragés, et ça passe forcément par une revalorisation de leur rémunération, tombée à un niveau, scandaleusement bas par rapport aux autres pays qui nous entourent, et il faut faire cette revalorisation sans condition, tellement cette, dévalorisation a été importante. On ne pose pas de conditions quand on est à un niveau de salaire aussi, indécent pour, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale de ce pays. Ensuite, il n'est pas illégitime, une fois cette remise à niveau effectuée, de s'interroger sur les conditions de travail, l'organisation, du travail, le temps de présence, tout ça, ce sont des choses qui peuvent parfaitement se discuter, mais, le préalable, c'est d'abord la revalorisation. Hem Et puis une f ça n voilà, les enseignants, c'est pas seulement que la revalorisation, c'est aussi, la qualité de leur recrutement et surtout la qualité de leur formation initiale et de leur formation continue. Aujourd'hui, dans la formation des enseignants, il y a une partie pédagogique qui est gravement défaillante. Les enseignants français, d'ailleurs, quand on regarde les autres enseignants, des pays d'Europe, sont des enseignants qui ont globalement un niveau universitaire plus élevé que leurs, collègues des autres pays. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on enseigne bien que ce que l'on connaît, bien entendu. Il faut se féliciter de ce très haut universitaire, niveau universitaire de nos enseignants. Le problème des enseignants français, c'est qu'ils ont une moindre formation pédagogique que les autres.
Un peu comme si, on considérait dans notre pays qu'il suffit d'avoir un bon niveau universitaire pour devenir un bon enseignant, le reste venant par surcroît au contact des élèves et de ses collègues. Bah, c'est pas comme ça que ça se passe et donc il faut une solide formation pédagogique parce que pour enseigner à des, classes, hétérogènes, avec des publics, différents, et comprenant donc des enfants de milieux populaires, il faut, avoir des outils pédagogiques, il faut avoir des démarches pédagogiques adaptées et tout ça, ça s'apprend en formation initiale et ça n'est pas suffisamment présent aujourd'hui dans la formation initiale et encore moins dans la formation continue des enseignants. Ça, c'est le 1er point. Je pense qu'ensuite, il faut vraiment donner plus à ceux qui ont le plus besoin dans notre pays. Nos politiques d'éducation prioritaire, nos politiques de compensation, de discrimination positive ne sont pas à la hauteur. Hem, Pourquoi est-ce que nous dépensons aussi peu, pour accompagner les élèves dans leur travail, personnel après la classe? Pourquoi nous préférons, faire obtenir des déductions fiscales, à celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens qui ont les moyens de, faire payer, faire bénéficier à leurs enfants, d'heures, de soutien scolaire, payantes dans des officines privées, qui sont d'ailleurs cotées en bourse et qui vont très, très bien. Dans mon rapport de 2015, j'avais estimé avec, quelques organismes, économiques qui m'ont aidé, j'avais estimé à 300 millions d'euros le montant des déductions fiscales que nous consentons aux citoyennes et citoyens qui peuvent donner des cours particuliers, payants à leurs enfants. Pourquoi est-ce que nous ne consacrons pas cette somme à donner de l'aide, au travail personnel gratuite pour tous les enfants dans ce pays? 3e, axe évidemment, c'est, commençons par le commencement, faisons vraiment de notre école primaire une priorité à la fois pédagogique mais aussi budgétaire. Parce que c'est, précocement, que dans la scolarité qu'on peut prévenir ces difficultés. Ça n'est pas à 15 ans quand les élèves passent leur évaluation, à PISA que l'on peut remédier à ces difficultés. Or, nous sommes en retard dans l'effort que nous effectuons pour, notre école primaire. Il faut ensuite que, l'ensemble de la scolarité obligatoire jusque 16 ans, soit une scolarité organisée pour, construire du commun entre les élèves. Élèves dont on peut rappeler quand même que ce sont des futurs citoyens. Donc si on donne pas, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, un fonds commun d'instruction, de culture, c'est ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'ensemble des élèves, eh bien nous aurons ensuite beaucoup de difficultés à organiser le vivre ensemble dans une société si, il n'y a pas cette base commune. Or, trop souvent, notamment au collège, alors que c'est la fin de la scolarité obligatoire, on commence déjà à organiser le tri et la sélection des élèves, ce qui est absolument insupportable, avec des classes de niveau, avec des parcours qui, protègent, certains enfants de la fréquentation, des enfants de milieux populaires. Non, tout ça ne va pas du tout dans le bon sens. Il faut que la scolarité obligatoire soit vraiment le moment du commun. Ensuite, après ce fonds commun d'instruction, après le collège, on peut évidemment avoir des formations, ultérieures, d'égale dignité, qu'elles soient générales, technologiques ou professionnelles, mais le temps de la scolarité obligatoire, c'est le temps du commun. C'est donc aussi le temps des pédagogies plutôt de coopération, plutôt que, de compétition, parce que c'est pas le lieu de la compétition, la scolarité, obligatoire. Donc on voit bien que là, qu'il y a tout un volet pédagogique qui, sera d'autant plus, faisable, efficace que, on donnera, des marges de manœuvre, importantes, aux acteurs locaux. Donc on rejoint là la question de l'autonomie. L'autonomie, il y a au moins 2 conceptions d'autonomie. Il y a une conception, qu'on entend en ce moment, qui consisterait à donner de l'autonomie au chef d'établissement principal, proviseur, aux directrices, directeurs d'école, qui pourraient recruter, pourquoi pas, ces enseignants, éventuellement influer sur leur salaire. C'est pas de l'autonomie, ça c'est de la déconcentration, c'est du pilotage qui reste très, très descendant. Il y a une autre autonomie qui est beaucoup plus efficace, qui est celle d'un collectif. Évidemment, il y a un chef, dans un établissement, mais il s'appuie sur un collectif, sur un débat, collégial au sein de son établissement pour choisir les orientations qui conviennent le mieux aux élèves. Et puis, si on voulait ne pas être trop long sur ces différents axes, il faudrait parler évidemment d'un levier essentiel à la scolarité, réussie de tous les enfants, c'est la mixité sociale et scolaire.
cette mixité qui permet, de mélanger les enfants, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur niveau scolaire. Cette mixité est un bienfait pour tout le monde. Ça aide évidemment puissamment les enfants de milieux populaires, dans leur scolarité et ça ne nuit pas aux autres. Tout ça aussi, c'est très documenté au niveau international, notamment l'OCDE qui a publié beaucoup de rapports sur ce sujet. Simplement, cette mixité sociale et scolaire ne se décrète pas. Chacun veut le meilleur pour son enfant et c'est parfaitement légitime et on ne pourra pas, obliger, des parents à scolariser leur enfant dans un établissement s'ils n'ont pas, la garantie que dans cet établissement, il y a une offre de formation au moins équivalente à l'offre de formation du collège voisin où ils auraient plutôt tendance à orienter leur enfant, par dérogation. Ça veut dire que dans tous les établissements, il doit y avoir des personnels expérimentés, remplacés quand ils sont absents. Vous savez que c'est pas le cas, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis où il y a encore trop d'établissements où les enseignants ne sont pas remplacés quand ils sont absents, donc ça fait des heures de cours perdues. On ne fera pas de mixité sociale et scolaire, tant qu'on n'aura pas, réglé cette question et garanti à l'ensemble des citoyens une égalité dans l'offre de formation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un rêve, il y a déjà des expérimentations, sur Toulouse, sur Lyon, sur Paris qui montrent que quand l'État, donc le ministère de l'Éducation nationale, quand les collectivités territoriales, que ce soit les municipalités, les conseils départementaux ou les conseils régionaux, quand les parents, quand les communautés éducatives, quand les représentants des personnels se mettent autour d'une table et définissent ensemble quelques grands objectifs, eh bien, il est parfaitement possible de faire de la mixité sociale et scolaire, acceptée par l'ensemble des parents, et on voit de ce fait une diminution, des désirs, de scolariser, les enfants dans l'enseignement privé par celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens qui auraient des réticences à avoir de la vraie mixité, sociale, et scolaire. Vous savez, c'est Saint-Exupéry qui le disait: «Une démocratie sans fraternité, c'est une imposture». Bah, faisons en sorte, en tant que citoyennes et citoyens, de mettre de la fraternité dans notre démocratie pour le plus grand bien de notre pays. Il y a sans doute, beaucoup d'explications, j'en avance quelques-unes dans mon livre. La première sans doute qui peut venir à l'esprit, c'est que nous sommes jusqu'à aujourd'hui dans l'incapacité, en France à, établir de façon, collective, partagée, consensuelle, pourquoi pas, un diagnostic sur l'état de notre système éducatif. Et voilà, ce diagnostic, il n'existe pas, en tout cas, il n'existe pas partagé par les citoyens. Ce diagnostic, il peut avoir été effectué par des experts, mais il faut sortir les questions d'éducation du cercle étroit des experts. Il faut le faire pénétrer au plus profond de la société, de manière à ce que notre pays, parmi les éléments de diagnostic, essentiels, fasse, et soit bien conscient que, en fait, il y a pas 50 choses à savoir sur notre système éducatif aujourd'hui. C'est, cette quasi-impossibilité à faire réussir les enfants, quel que soit leur milieu social et donc ça, c'est insupportable et donc à partir de ce diagnostic, nous pourrions, à condition qu'il soit partagé bien entendu, nous fixer collectivement quelques grands objectifs. La priorité à l'école primaire par exemple dont je parlais, dont je parle souvent. Ces quelques grands objectifs-là, que la nation tout entière se fixerait et s'engagerait à mener à terme, quelles que soient les alternances, politiques. Ce qui décourage beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans le système éducatif, c'est qu'une réforme chasse l'autre et que, un ministre succède à un autre et considère que l'éducation nationale à 1 an 0, c'est, le moment où lui-même arrive, au ministère et que tout ce qui s'est fait avant ne sert finalement pas à grand chose et que l'histoire de l'éducation nationale commence avec lui. Donc ça, faut arrêter avec ça. Il faut que, au-delà des alternances politiques, on soit capable d'autres pays le font, hein, on met souvent en exemple la Finlande. La Finlande a mis du temps à établir ce diagnostic partagé, à établir des politiques qui sont conduites au-delà des alternances politiques. Donc ça, on devrait être tout de même capable de le faire dans notre pays. Il y a sans doute une autre raison pour laquelle les choses, avancent aussi peu ou si lentement, c'est qu'il y a de fortes résistances. Il faut aussi en avoir conscience, là, dans notre pays aujourd'hui. Résistance de la part de celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui.
même si elle est inégalitaire, leurs enfants arrivent toujours à s'en tirer et ces citoyennes et ces citoyens n'ont pas forcément envie que ça change. Parce qu'ils n'ont pas besoin, pensent-ils, que ça change et donc ont plutôt tendance à s'opposer aux réformes qui viseraient à élargir la base sociale de la réussite, un peu comme si cet élargissement de la base sociale de la réussite allait menacer directement leurs propres enfants. On peut prendre un exemple de ces résistances, d'une partie de la population. C'est par exemple la question des rythmes scolaires. La question des rythmes scolaires est essentielle pour la réussite, des enfants, et singulièrement les rythmes scolaires, au tout début de la scolarité, à l'école primaire. Pourquoi est-ce qu'on est le seul pays au monde à infliger à nos enfants cette, absurdité qui consiste à concentrer le temps scolaire sur 4 longues journées de 6 heures? 180 jours de classe, à peu près partout, dans le monde. Il y en a même 200 à Singapour et nous, on dépasse à peine 135 jours d'école, par an si on enlève les jours fériés. Donc c'est évidemment insupportable et c'est pas du tout, compatible avec, la volonté qu'on devrait tous avoir de faire réussir, tous les enfants. On a fait une étude, le ministère de l'Éducation nationale a fait une étude en 2017, qui est d'ailleurs passée assez inaperçue, mais une étude de son propre service, hein, de l'évaluation qui demandait aux parents, la formule que vous préférez. Est-ce que c'est 4 jours ou est-ce que c'est 4 jours et demi? Bah, massivement, les classes moyennes et les classes favorisées, ont préféré les 4 jours. Ils n'ont pas besoin, pensent-ils, à tort, mais ils le pensent, que leurs enfants aient 5 jours de classe, parce que le 5e jour, ils sont où leurs enfants? Bah, ils sont au conservatoire, ils sont au poney club, ils sont, éventuellement dans une officine de soutien scolaire privé payant et déductible fiscalement, et donc ils pensent que leurs enfants, voilà, peuvent tout à fait se satisfaire de 4 jours de classe. Mais les parents, de familles populaires, quand on leur pose la même question, dans cette même étude de 2017, eux, ils disent: «Eh ben nous, ce que nous préférons, c'est une semaine de 5 jours». Qui est-ce que l'on a entendu? Qu'est-ce que l'on a écouté avant de prendre des décisions? Certainement pas les familles populaires, qui ne pèsent pas sur les politiques publiques, qui auraient un intérêt, fondamental pour leur enfant. On écoute essentiellement les classes moyennes et les classes plutôt favorisées. Donc, moi j'en arrive à la conclusion, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que tant que nous ne trouverons pas le moyen de faire en sorte que les milieux populaires pèsent sur les politiques publiques pour que l'école qui accueille leur enfant soit aussi pensée pour leur enfant et pas seulement pour les enfants des classes moyennes et des classes favorisées, on aura en effet du mal, des difficultés à organiser un système éducatif véritablement organisé pour tous.